Salut et bienvenue dans Long Live le débrief sur le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Avec David Ordono, producteur de ce podcast et journaliste, on enregistre dans les magnifiques locaux de Wojo, l'espace de coworking Saint-Lazare, où nous avons nos habitudes depuis bientôt 1 an et demi maintenant, et on les remercie. Avant de démarrer ce débrief, je vous invite à vous abonner à notre podcast, soit sur YouTube ou bien sur les plateformes d'écoute préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast, j'en passe. C'est très important pour nous en fait que vous vous abonniez, que vous nous mettez des étoiles, des commentaires, parce que ça nous aide à être plus largement diffusés. Ça nous aide aussi à avoir des invités de toujours plus grande qualité, comme Christophe par exemple, qui nous apporte des messages très importants qui méritent absolument d'être entendus par le plus grand nombre. Allez, bonne écoute, générique. Eh bien David, cette interview sur l'intelligence émotionnelle, moi, elle m'a un peu bousculée. Parce qu'en fait, j'avais un peu envie d'avoir des réponses genre du comment on fait. Ouais. C'est pas forcément ce qu'on a eu de prime abord. Et surtout, je ne m'attendais pas à ce que finalement on soit dans le aime ton prochain, soit le changement que tu veux incarner. Finalement, c'était très Gandhi, cette interview. Alors c'est pour ça que c'est bien qu'on fasse ces débriefs-là, parce que ça va peut-être nous permettre de resserrer les choses et de synthétiser finalement, parce que je vois ce que tu veux dire. Le concept d'intelligence émotionnelle, déjà, ça peut paraître abstrait pour plein de gens. Et moi aussi, sur le papier, intelligence émotionnelle, déjà, j'en avais jamais entendu parler. Quotient émotionnel, encore moins. Mais si on passe tout au tamis, il y a quand même 2-3 trucs, et en tout cas des informations assez précises. La première... Tu fais comment le tamis ? T'as vu comme ça, là, comme les chercheurs d'or, là, je cherche je cherche ce qu'une émotion, ouais, c'est ça. Je cherche ce qu'il y a dans une émotion, parce que, vous l'avez dit en premier lieu, c'est ce qui nous a appris, et ça, déjà, je trouve ça intéressant. Une émotion est un véhicule, et en fait, il dit que quand on ressent des émotions, en fait, ce sont le véhicule d'informations. Quand on ressent quelque chose, il faut se poser la question de savoir quelle information cela nous transmet. Pourquoi je me mets à avoir peur ? Pourquoi j'ai une angoisse ? Pourquoi je suis intimidé à tel moment ? Pourquoi je me sens plus fort à ce moment-là ? In fine, ça permet de mieux se connaître et de s'analyser au final. Ce qu'on fait peu. On est dans une société et de manière générale, l'affect est très présent et c'est normal. Et parfois, on l'analyse pas assez, je trouve. On est dans la réaction permanente aux choses plutôt que dans l'introspection et de se dire, attends, pourquoi je la ressens ça ? concentration sur le ressenti. Mais ça, je pense que si tu l'appliques au quotidien, et c'est vrai pour tout, tu t'es au volant, t'es là, non mais voilà. Mais à un moment, juste si tu te dis pourquoi je suis en train d'insulter cette pauvre dame qui n'a rien fait, je pense que si tu te poses honnêtement la question, tu vas te rendre compte que le problème n'est pas du tout ni cette dame, ni le truc, mais qu'en fait, peut-être qu'il faudrait que tu t'organises différemment, peut-être que tu t'en veux à toi-même parce pas être parti 5 minutes en avance. Parce que nani-nana. Non mais, en fait, ça paraît abstrait, mais si tu tires le fil de cette truc-là, moi je pense qu'au quotidien, on peut tous réagir un peu différemment et interroger finalement cette intelligence et finalement les émotions, quoi. C'est pas inintéressant. Tout à fait, moi j'aime beaucoup et peut-être que aussi j'ai été un peu brusquée par cette interview parce que j'ai du mal à y arriver, peut-être encore maintenant, j'arrive pas à avoir cette espèce de recul assez fréquent. Ouais. Je pense que je l'ai de temps en temps. Par exemple, j'ai fait beaucoup de progrès en voiture et je pense que vraiment je ne m'énerve pratiquement plus désormais. J'ai vraiment réussi à avoir ce recul pour le coup au volant, mais dans d'autres situations beaucoup moins. Donc c'est vrai que cette espèce d'hyper-réaction aux choses, essayez de savoir pourquoi. Elle est difficile à avoir très régulièrement. On peut l'avoir sur certaines situations. Mais je pense que c'est une habitude, c'est un réflexe qui se prend. Et je trouve que ça... Un réflexe sur soi-même. Exactement. Il faut se dire, maintenant, moi je le fais depuis qu'on a fait cette interview, dès que je ressens un truc monter, quelle que soit l'émotion, positive ou négative, je me dis, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, cette émotion ? Parce que l'émotion en elle-même, c'est pas ça le truc, c'est qu'est-ce que ça raconte. Et se dire, ok, maintenant, dès que je vais ressentir quelque chose, je vais me demander pourquoi, ça change énormément les choses. Et surtout, on se dit des choses à nous-mêmes que finalement, on se dit assez peu. Parce qu'il y a un laisser-aller évident qui est de se dire, bon ben moi je me laisse aller. Si ça va, je suis content. Ouais, si ça va pas, je traite tout le monde de connard.
Ben oui, mais on n'avance pas en fait en faisant comme ça. On ne progresse pas. Ça permet aussi, je pense, d'avoir de la retenue dans nos relations avec les autres. Bien sûr, et donc de s'interroger avant de réagir aussi. T'as raison. Mais parfois, moi j'ai l'impression que quand je fais ça, du coup qu'il y a un espèce de blanc. Parce que peut-être pour l'instant c'est tellement pas automatique. Tu sais, c'est comme quand tu veux essayer de parler allemand, au début en tout cas. Allemand première langue. C'est tellement compliqué cette langue qu'en fait pour savoir comment tu vas dire ta phrase, tu mets 1000 ans à placer le verbe à la fin. Est-ce que c'est der, die, das, des, den, desen? Et en fait, avant de répondre, t'en as eu pour 1 minute 30 d'assemblage des mots et de pouvoir sortir ta phrase. Au final, il y a 3 fautes. Mais t'as raison, je pense que c'est un training. Et je pense que si tu t'interroges sur la mécanique qui porte l'émotion, ou en tout cas ce que l'émotion te raconte, et ben au final, je pense que dans le présent, tu agis un peu différemment à chaque fois et ça canalise, ça doit un peu réguler les choses. C'est pas inintéressant et ça peut être très concret et très pratique. Et ce qu'il a raconté, ce que vous avez raconté, c'est qu'il y a une plasticité émotionnelle. C'est-à-dire que nos habitudes, justement, peuvent évoluer. Là où il a dit un truc de dingue, quand même, c'est qu'en gros, il y a un déterminisme. C'est pas que les cons resteront des cons et les machins, mais c'est qu'il y a des attitudes humaines à l'égard des autres sur lesquelles notre nature évolue très peu. En gros, c'est un peu la loterie. Soit tu nais aimable, soit tu nais un peu moins, mais travailler sur soi et dans son caractère et sa nature profonde, lui, il a dit, tu fais un procès à tes parents, mais c'est tout. En revanche, c'est fou parce que c'est presque une des seules fois où on est dit que justement cette génétique a une part si importante. Ouais, exactement. Même par rapport finalement au sport ou à la réussite scolaire. Exactement. Et c'est rare parce qu'on est dans une société où on passe notre temps à nous dire construis-toi toi-même. Si tu fais ça, eh ben en fait, pas toujours. Et en ce qui concerne la nature humaine, ce qui nous caractérise et nos comportements, ils sont dictés beaucoup par ce qu'on est dès le départ en fait. Et je lui ai pas posé la question, mais du coup je vous la demande en commentaire et donc aux très nombreuses personnes qui nous écoutent. Moi j'ai l'impression que scolairement, dans l'éducation nationale, il y a ce travail qui est fait. Par exemple, ma fille en 6e, là, elle a une matière qui s'appelle sciences cognitives. Ah ouais. Ouais, Sciences Co, ça s'appelle. Et justement, vraiment, c'est très lié à comment est-ce qu'on réagit, les relations avec les autres, comment les informations passent dans le cerveau, puis dans le corps. Et alors, dites-moi, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent, et de parents aussi. Est-ce que finalement, c'est pas ça, cette espèce d'intelligence ou quotient émotionnel qu'on essaye d'éduquer au début du collège avec ce genre de matière? J'ai l'impression que l'éducation nationale, sans le dire... Ouais. C'est un peu le job, fait le travail de mettre tout le monde à un petit niveau. Bah, c'est hyper intéressant. Parce que si tout le monde commence un peu à analyser ses émotions, vraisemblablement, et c'est d'une logique infaillible, on agira un peu différemment, quoi. Et ça a du sens dans une société où, voilà, quand même, on est en interaction constante avec les gens. Donc on peut muscler son quotient émotionnel, donc on peut évoluer là-dessus. En l'occurrence, pas forcément sur sa nature, mais en tout cas sur la manière dont on agit en fonction de nos émotions. Ça, il y a une plasticité et c'est avéré. Vous avez rappelé, il a rappelé aussi que quand même, ce quotient émotionnel, savoir ce qu'on fait de nos émotions, est la déterminante qui fait qu'on est en haut de l'échelle des espèces. Si on n'avait pas ça, cette capacité à apprendre, à évoluer en fonction de ce qu'on expérimente et de ce qu'on ressent, eh ben ça fait longtemps qu'on aurait été bouffé. C'est déterminant. Tout à fait. Un facteur d'évolution, c'est hyper intéressant. Et du coup, toi, par exemple, comment est-ce que tu fais justement pour le travailler? Est-ce que tu incites tes enfants à prendre conscience? Ouais. Est-ce que tu te rends compte peut-être aussi qu'un de tes enfants a une différence d'action par rapport à ça? Ben alors, toi, tu vas me dire la même chose, je pense. Mais moi, moi, je te demande, parce que j'ai l'impression que tu es plus élevé que moi sur cette thématique. En tout cas, je suis hyper attentif à ça. Je suis pas. Mais ce qui est certain, c'est que j'oblige mes enfants, et tous les jours, j'ai au moins un exemple de ça, à prendre conscience d'un état et à l'interroger. Et genre par exemple au dîner, qui a ressenti de la colère aujourd'hui? Non, mais quand une situation se produit, tu vois, par exemple mon fils, il peut en ce moment pleurer facilement. Ça fait 1 an qu'il pleure facilement. Le chiard. Non mais tu vois, ça c'est la mère non émotionnelle, ce qui est pas vrai en plus, ce qui est pas vrai parce que c'est pas ton cas. Quoi? Tant que si c'est les miens,
je vais être la mère Montessori, ouais, c'est ça. mais envers les gosses des autres, Putain, j'ai un petit peu moins de temps. Ouais, c'est un truc commun. Bon, écoute, je t'invite à travailler là-dessus parce que... Non, c'est pas vrai. Toi aussi, c'est vrai. Mais je le pense au fond d'intérieur, mais je ne... Ouais. Je suis... Okay. Bon, mon impassible. petit chiard, tu vois, quand il a ses larmes, c'est des vraies larmes. Tu sens une grosse tristesse. Et en fait, au lieu de le consoler, ou au lieu de lui dire arrête de pleurer, naninana, je sais que j'essaie de lui faire comprendre ce qui se joue au moment où il a ses larmes. Et en fait, ce travail qui c'est pas un travail, mais ce que je fais depuis des mois, commence à porter ses fruits, parce qu'il se rend compte que lui-même se met dans cet état émotionnel, souvent quand il est frustré, souvent quand sa sœur le fait qu'il peut pas faire telle chose et qu'il n'arrive pas. Donc il commence à se rendre compte qu'il peut éviter cet état s'il évite les situations qui l'y mettent. C'est-à-dire qu'il va éviter maintenant de se mettre dans des conflits ou dans des situations où il va pas avoir ce qu'il veut, tu vois, il essaie de les court-circuiter. Typiquement, il veut quelque chose. Il sait qu'il y a de fortes proportions pour que je lui dise non. Et ben avant, il aurait insisté pour avoir le truc et j'aurais dit non. Et là, ça l'aurait... Et après, il est débordé par son émotion. Et ça pleure. Et aujourd'hui, il voit bien que je vais dire non. Et du coup, il y va pas. Parce qu'il a compris qu'il va se mettre dans une situation de tristesse, dans une situation de frustration. Et je vois bien qu'il se retient. Et qu'il dit ok, qu'il lâche parce qu'il dit en fait, si je continue, ça va me faire chialer et je vais pas être bien. Et il y va pas, tu vois. Parce qu'il a appris à comprendre que qu'est-ce qu'il y avait derrière ses larmes en fait. Parce que souvent on est dépassé, les enfants ils sont dépassés par leurs émotions. Tout à fait, et c'est souvent pour normal. ça qu'il y a les crises. Mais c'est normal. Et je vois bien que mon fils depuis quelques temps, il se dit, en fait pour moi, il vaut mieux pas que j'aille là-dedans parce que ça va provoquer de la tristesse ou de la frustration ou du naninana parce que je suis comme ça. Et donc je vais pas y aller. Je sens que je vais pas avoir ce que je veux, donc je vais pas le continuer à le demander. Et ça c'est très concret quoi. Hyper intéressant. Ouais, de dire aux enfants, non pas pourquoi tu pleures, enfin si justement, ne pas dire ah tu pleures c'est chiant ou mon pauvre, mais dire pourquoi tu pleures et pas le faire une fois, mais essayer à chaque fois de le répéter. Et ça a une incidence. Et au bout d'un moment, on pleure plus, on pleure moins, on pleure différemment ou pour des raisons qui sont voilà. Je lui explique, je dis mais pleurer c'est dur quand même. Donc quand on pleure, ça doit être pour ça. Là regarde, tu pleures juste parce que t'es frustré. Mais si t'avais pas cette frustration, tu pleurerais pas. Donc peut-être qu'il faut éviter cette frustration. Et à force, ça fonctionne. Vraiment. Ce qui était super intéressant aussi, c'était quand Christophe nous a expliqué que dans le milieu entrepreneurial, donc managérial, qui sont les jobs les plus difficiles, les managers d'équipe, plus on a un quotient émotionnel élevé et plus on est aimé, mais aussi le travail se passe bien. Bien sûr, mais c'est exactement ce qu'on se dit là. Est-ce que finalement parent c'est pas un peu un manager de tu vois, on est une petite team, on est une petite équipe et jusqu'à preuve du contraire on est le capitaine. Enfin, vaut mieux pas laisser aux enfants trop petits le choix de décider. Donc c'est un peu la même chose et t'as raison parce que vous avez dit que donc plus le quotient est élevé, moins on est en présence de manipulateurs. Plus on est parce qu'avoir un quotient émotionnel élevé, c'est être à l'écoute, faire preuve de gratitude. C'est ça les vrais trucs. Et quand on a des managers qui sont à l'écoute, on a des managers qui sont pas nocifs, qui sont pas manipulateurs, qui sont authentiques. Et c'est en ça que ce quotient émotionnel, en fait, c'est un quotient qui ne ment pas. Voilà. Les managers qui ont un quotient émotionnel élevé, par exemple, ils ne mentent pas. Et il n'y a rien de mieux dans un environnement de travail que de bosser avec des gens qui sont transparents, droits, authentiques. Tu vois ? Et c'est là qu'il nous a dit que dans le travail, beaucoup de gens mentaient. Et oui. C'est terrible ça. Non mais énormément. Et en fait finalement, mais c'est difficile parce qu'en fait quand tu ne mens pas, parfois c'est parce que tu mens pour pas avouer que tu as fait une bêtise, une erreur, oublier quelque chose. Ou pour dire que tu as fait un truc qui est beaucoup plus gros que ce que tu as fait. Oui, exactement. Et finalement d'avoir cette humilité d'être un peu vulnérable ou voilà, d'admettre que c'est un travail d'équipe et que c'est pas que toi qui as eu l'idée ou quoi. Ça tire vers le haut, mais c'est très difficile d'y arriver. Il faut s'imposer un devoir de transparence, d'authenticité. Il a parlé d'authenticité, hyper intéressant. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que, comme tu le dis, un mec qui au lieu de dire « Oui, moi j'ai fait un truc comme ça », alors que le truc il est comme ça. Mais en fait, le mec qui passe son temps à dire qu'il a fait un truc comme ça, alors que c'est des petites choses, au bout d'un moment, on a plein le dos. Au bout d'un moment, sa parole, elle est remise en cause. On le croit plus forcément. Et à chaque fois que le mec va dire... T'as vu, il a dit qu'il avait fait ça. Toi qui connais le truc, tu vas dire oui, en fait, à chaque fois qu'il dit ça, c'est tout petit, c'est rien du tout, il se fait mousser. Donc tu perds en crédibilité. Et là où t'as raison, c'est qu'un mec qui dirait moins et qui dirait moi j'ai fait juste ça,
mais je l'ai fait. Là, tu diras, bah lui, il fait bien son taf. Lui, il sait faire ça, tu vois. Et d'ailleurs, je trouve qu'un très bon exemple, mais même que les jeunes peuvent regarder, c'est dans le football. Je trouve qu'à la fin des matchs, les interviews, désormais depuis quelques années, les footballeurs sont ultra briefés. Alors, je ne sais pas s'ils ont été briefés sur le quotient émotionnel ou sur le fait de toujours parler d'équipe ou quoi, mais ils le disent toujours. Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, on interviewe ceux qui ont marqué. Bien sûr. Donc, voilà, l'attaquant, il va dire, oui, mais voilà, si j'ai marqué, c'est parce que j'ai eu le ballon dans des bonnes conditions, grâce à mon équipe. C'est mes défenseurs qui m'ont ramené le ballon. Et en fait, il y a toujours cette idée de ramener à l'équipe, au collectif. Donc, je trouve que ça peut être vraiment des très bons exemples parfois. Et c'est vrai que c'est quand même des personnes qui sont tellement médiatisées et elles sont très médiatrainées, enfin voilà, les footballeurs, les sportifs de haut niveau. Et je pense que, alors je ne sais pas si on parle de quotient émotionnel, mais tout ça va vraiment dans ce sens d'élever le niveau. Et c'est hyper intéressant. Mais c'est l'intelligence émotionnelle, ce que tu décris, c'est-à-dire avoir l'intelligence justement de parler, de faire preuve d'ouverture, de gratitude, de choses comme ça. Et c'est hyper intéressant comme exemple ce que tu dis, parce que je trouve qu'il est symptomatique de l'épisode. Cet épisode, si tu l'écoutes, tu peux te dire oui, bon, c'est bon, comme tu dis souvent, cuicui, les petits oiseaux. C'est Gandhi, il suffit d'aimer son prochain. Ça, c'est quand tu vois le footballeur et tu dis oui, bon, il fait ça par politesse, pour machin. Mais en fait, tu peux le voir tout autrement et te dire mais en fait, c'est vrai. C'est la vérité. Tout à fait. Le mec qui a marqué, c'est parce il a vraiment eu le ballon, voilà, dans des bonnes conditions. Et culturellement, on est tellement habitué à des mecs qui font ouais, parce que le culte du plus fort, la performance, le machin, que en fait, quand on fait preuve de gratitude, de choses comme ça, aujourd'hui, on se dit putain, mais le mec. Ça paraît faux. Oui. Alors qu'en fait, c'est la vérité. Et donc, replacer ce truc du rapport aux autres, de la gratitude, au centre, comme étant une vérité, eh ben, c'est le début d'un cercle vertueux. Et il le dit, c'est contagieux d'ailleurs. Plus t'es comme ça, si t'es manager, plus t'es vers l'autre, plus t'es dans l'écoute, plus ça se passe comme ça autour. Et finalement, c'est un peu un travail sur soi de se dire non, c'est pas cuicui petits oiseaux, c'est la vraie vie. Ouais, je l'incarne, exactement. Et ça va me faire du bien, et ça va faire du bien à mon entourage. Et en fait, tout va monter comme ça, en petite spirale vers le haut. Et en fait, il faut d'abord s'en convaincre soi-même pour que ça fonctionne. Oui, bien sûr. Et se dire surtout que c'est important. J'ai un exemple très concret là-dessus me concernant. Tu vois, par exemple, il y a 1 an et demi ou 2 ans, il y a ma vie perso dans laquelle je suis loin d'être exemplaire. Il y a ma vie pro dans laquelle j'ai pas toujours été, tu vois, où j'ai pu à un moment me dire tiens, il faut se valoriser, tiens, il faut bomber le torse, tiens, il faut se battre pour sa place. Je me rappelle quand j'ai démarré en télé, par exemple, je me disais il faut avoir du sang sur les mains si je veux monter. Je me disais ça. Ah ouais. J'avais 25 ans, tu vois. Mais c'est stupide. Mais à tout niveau. Déjà, c'est complètement con, c'est violent, c'est tout ce que tu veux, c'est dominer. Et c'est faux. Et c'est faux. Il y a 1 an et demi, il y a une attachée de presse, parce que je bosse dans la gastronomie, comme tu sais, avec un podcast, qui m'appelle et qui me débriefe un truc et me dit j'ai croisé telle personne, elle m'a parlé de toi et elle m'a dit oh, j'adore David. Et je lui ai répondu bah oui, en même temps, tout le monde aime David. Et je me suis dit on m'a jamais dit ça, ça m'a beaucoup touché. J'étais très heureux qu'elle me dise ça. Et depuis, je me dis, mais chaque jour, tu dois te comporter envers les interlocuteurs, je parle du travail en l'occurrence, de telle manière qu'on dise toujours ça de toi. Parce que ça amène d'autres choses. En fait, on a plus envie de travailler avec toi, on a envie de t'accompagner. Quand tu dis, bah allez, on va faire un truc, et tu te sens mieux aussi. Mais oui, tu dors mieux quand tu t'es bien comporté avec les gens. Et c'est pas être cuicui les petits oiseaux, en fait. Au contraire même. C'est être plus fort que les autres, je pense, justement. La gentillesse. Oui. La gentillesse, même plus qu'être gentil, je trouve que parfois, le mot gentillesse, il y a un peu un côté condescendant. Et ben moi, je milite pour que ce mot, justement, on lui redonne sa noblesse. Oui, je suis d'accord, mais parfois, c'est aussi juste quel autre mot on pourrait utiliser que gentillesse ? C'est plutôt Moi, j'aurais plutôt... tu vois, envie de comme ça, quelque chose d'un peu englobant ou une positivité. Ouais, mais un truc un peu plus, tu vois, comme si tu prenais les gens, comme tu leur faisais un hug un peu, tu vois, un peu l'enveloppement. Enfin, envelopper les gens avec Take toi. Care. Ouais, le care. Ouais. Mais de toute façon, le care, c'est Ségolène Royal, elle avait tellement raison, mais elle avait eu raison beaucoup trop tôt, elle avait 30 ans d'avance, mais peut-être pas au bon endroit, c'était peut-être pas elle de prôner ça. C'est peut-être pas ce qu'on attendait d'elle. Si, bien sûr qu'un jour, c'est ça qui fera gagner un président.
comme d'ailleurs un prochain interview nous le dira avec Paul Klotz. Ouais. Je vous invite vraiment à écouter cette interview bientôt. Mais voilà, elle avait 30 ans d'avance, je pense. Mais c'est en ça que justement toutes ces conditions émotionnelles, elles sont pas du tout à prendre à la légère en fait. Ce sera le nerf c'est le nerf de la guerre en fait. Faire preuve de cette intelligence là, c'est gagner en fait, mais gagner très concrètement sur plein de terrains en fait. Tout à fait, et surtout sur le terrain personnel. Oui. Puisque c'est vrai que, comme on échangeait dans l'interview, on est dans une société très narcissique, mais finalement, ça nous fait aller bien nous-mêmes, d'être mieux avec les autres et d'être moins dans la réactivité et d'être dans la prise de recul. Et c'est très, très... ça a un effet vraiment très rapide sur son bien-être personnel. On passe notre temps à le dire dans le sport. Faire du sport, se sentir mieux, fait qu'après, on est mieux partout. Mais là, c'est pareil, en Exactement. fait. Être meilleur humainement, émotionnellement, c'est un cercle vertueux et on se sent mieux partout. Et comme pour le sport, ça s'entraîne petit Exactement. à petit, on devient de mieux en mieux. Il y a des inégalités dans les foyers, on s'en parlait pour les natures. Les parents qui ont un haut quotient émotionnel ont plus de chances de voir leurs enfants le développer. Donc c'est un truc qui se travaille et on en parlait tout à l'heure, la transmission c'est important. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, et ça recoupe ce qu'on dirait, ça fait partie de la fin de mes notes, c'est que là où on peut penser que c'est un peu gnan et que c'est tourné vers les autres, lui il explique que si on veut être bien et développer son quotient émotionnel, il faut d'abord penser à soi. Et il prend la métaphore du masque pour un avion, et souvent on nous le dit d'ailleurs quand on écoute, parce qu'on n'écoute plus les consignes. Quand un masque tombe en cas de dépressurisation de la cabine, si on veut s'occuper de son enfant qui est à côté, ou de la personne qui est à côté, peu importe, au lieu de lui, il faut d'abord se mettre un masque à soi. Et une fois, pour se prémunir et pour être sûr de pouvoir être en capacité d'agir, et après on peut aider les autres. Et cette métaphore, elle est très juste. Donc il dit, développer son intelligence émotionnelle, c'est pas être là pour les autres, être trop bon, trop con, en fait. C'est d'abord penser à soi, en disant, je vais être meilleur pour moi, je vais être meilleur en moi, et après je vais le faire, et ça va ruisseler, ça va toucher les autres. Donc on commence par prendre soin de soi, et c'est hyper important. Et il y a des tips, prendre soin de soi, qui recoupent tout ce que vous vous dites tout le temps dans les podcasts. Il parle de l'alimentation, il parle de l'alcool, il parle du contact avec la nature. Veiller à son alimentation, limiter sa consommation d'alcool et être plus souvent en contact avec la nature, produit une meilleure attitude, augmente le quotient émotionnel et par ruissellement, nous fait nous sentir mieux avec les autres. Et pour l'alcool, alors là vraiment, j'ai ce témoignage personnel, moi je ne m'en rendais pas compte, mais quand j'ai commencé à boire un petit peu plus régulièrement, c'était pour changer mes émotions. Mais au quotidien, pas genre pour quoi me mettre une murge, mais typiquement, c'est tu rentres du boulot, t'es un peu crevé, il est 19h, il y a la to-do list du soir, le tunnel du soir avec le repas, les devoirs à checker, les enfants qui ont leur journée à raconter, etc., des frustrations par-ci par-là à calmer. Et en fait, de se dire, tiens, je me prends un petit verre de blanc là, qui reste du week-end, pour mieux accepter le moment, et en réalité c'est pour justement pour te faire un peu une coupure. Moi je l'utilisais vraiment pour faire un peu une coupure par rapport à mes enfants. Moi je bois, vous buvez pas, déjà on est chacun dans son rôle, et aussi pour te dire que voilà, dans 20-30 minutes après ce petit verre, je serais peut-être plus à l'aise pour gérer tout, alors qu'en réalité c'est faux, parce que finalement tu as moins de patience, donc tu t'énerves plus. T'es plus fatigué, exactement. Tu comprends moins l'autre. Oui. Premier facteur de l'alcool. On croit que ça va changer positivement nos émotions, mais en réalité, c'est le contraire. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de te dire que tu as besoin de faire un petit break, et donc il faut le déporter. C'est-à-dire que c'est pas l'alcool, il ne faut pas se l'offrir avec l'alcool. Peut-être que tu as besoin de ce petit sas, mais il faut se l'offrir avec autre chose. Parce que l'alcool, il l'a dit, ça altère notre capacité à interpréter les émotions de l'autre. Donc il n'y a rien de pire si on veut brouiller la communication que d'être bourré. On le voit quand c'est extrême, ou en tout cas de consommer de l'alcool. Donc non, c'est intéressant. Encore une fois, il s'agit de toujours questionner nos comportements, et là, donc, plus profondément même, nos émotions. Je trouve ça hyper bien. L'émotion est factrice de quelque chose. Elle nous amène un message. Il faut se demander qu'est-ce qu'elle nous raconte. Et d'ailleurs, pour revenir à l'alcool, dernier sujet, mais souvent, en fait, quand, du coup, moi, je ne bois pratiquement plus. Et maintenant, je me rends compte, en fait, au bout de bouteilles, certains potes, non mais sur le dîner, on est plusieurs. Et voilà, au bout de plusieurs verres bu par mon entourage, c'est là que tu dis, allez, ça y est, rentre dans son monologue là, où en fait il est en roue libre, il se rend plus compte. Si t'es pas là-dedans, ça te saute aux yeux. Exactement. Sauf qu'avant, on était tous complices, parce que tous comme ça,
Moi, tous en altération de compréhension des autres. Vas-y, à toi. Et au final, rien. À déblatérer des choses qui sont intolérables. Et rien. Ouais. Non, mais questionner ses habitudes et plus profondément donc ses émotions. Moi, lié aux émotions. Ouais, c'est hyper exigeant en fait. C'est hyper exigeant ce qui a été proposé dans cet épisode. Parce qu'on est tous capables de se dire oui, il faut mettre sa ceinture. Lui, il va plus loin. Il dit demande-toi pourquoi tu conduis, tu vois. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec ce mot d'exigence envers soi-même. Tout à fait. On est vraiment là-dedans, même plus que de la discipline. C'est vraiment une exigence très élevée. Ouais. C'est un niveau de lecture assez haut de la vie et de la relation aux autres. Et donc moi, en fait, à la fin aussi, ce qui m'a un peu... Mais on en a parlé en off, donc tu vas vraiment me donner cette explication. Quand Christophe nous a dit... Moi, j'ai pas eu trop compris, tu sais, cette espèce d'accompagner le mouvement du jujitsu. Là, moi, j'adore ce truc. Moi, j'ai pas compris ça. Déjà, tu vois ce que ça veut dire. Je me suis pas ressentie trop... Enfin, tu vois ce que ça veut dire dans les arts martiaux, parce que peut-être que les gens le voyaient pas forcément... En fait, dans les arts martiaux, oui, je crois voir, j'ai vu Karate Kid. Ouais, mais voilà, au karaté, par exemple, je crois qu'en fait, tu utilises vachement la force de ton adversaire. Donc s'il te frappe, en fait, plutôt que d'essayer d'arrêter son coup, tu l'emportes et il se fait emporter par son énergie négative finalement, quelque part en fait. Donc en fait, quand quelqu'un t'agresse, au lieu d'essayer de répliquer, il vaut mieux que tu accompagnes cette dynamique. Oui, mais par exemple, concrètement, tu vois, pour reprendre encore ces trucs d'alcool, si quelqu'un te dit dans une soirée « Ah, tu bois plus, t'es chiante !» C'est quoi, tu vas dire quoi ? Bah oui, je suis chiante. Toi, t'accompagnes. Alors, tiens, typiquement, ça c'est le genre de truc que je dis à ma fille, pour qu'à l'école, quand à l'école ils sont souvent emmerdés. Dans cet exemple-là, c'est pas l'école, mais c'est la même chose en fait. Si quelqu'un vient te dire « Ah, mais t'es chiante, naninana, ou t'es nul, ou machin, ou te pointe du doigt, pour te dire qu'elle est pas raccord avec ton comportement ou ta pensée ou machin truc. Si tu lui dis ah ben quoi, mais c'est quoi le problème et tout, et toi aussi t'es chiant, t'as besoin de faire boire. Non mais tu donnes raison parce que là mais t'as un problème en fait, tu vois, tu supportes pas qu'on te le dise, c'est bien qu'il y ait une vérité ou machin, on peut rien te dire, quoi qu'il en soit, si tu réagis en essayant de contrer son coup ou de lui en redonner un, c'est-à-dire que c'est un peu la même chose, hein, arrêter ou c'est un peu la même chose, et ben t'alimentes le truc. En tout cas le combat ne s'arrête pas, voire même tu lui fais gagner des points et tu lui donnes raison. Alors que si elle te dit ah ben t'es chiante, tu fais tout le temps ci, ah ben c'est ça, tu peux, si tu lui dis oui c'est vrai, t'as raison, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler ou que j'aimerais bien travailler, c'est pas bête, faut vraiment que j'avance. Putain, mais qu'est-ce que tu veux qu'on réponde derrière ça ? Par exemple, si tu dis quoi exactement ? Si la personne elle te prend à partie sur un truc... T'es chiant, tu bois pas, par exemple. Tu dis quoi ? Tu peux lui dire c'est vrai que je me suis mis là-dedans. C'est vrai que je suis chiante. Non, tu dis quoi, il s'agit pas faut dire c'est vrai que je me suis mis là-dedans parce que je me sens vachement mieux et tout, mais j'adorerais être comme toi et picoler à mort et être super en forme le lendemain. Putain, j'adorerais ça, mais c'est pas mon cas quoi. Là la personne elle va se dire putain mais je suis trop con en fait. Et peut-être même se dire putain mais c'est vrai que moi je suis dégommé le lendemain, mais en fait c'est moi le con dans l'histoire. Tu vois ? Mais tu lui as pas dit tu t'es allé dans son sens. Mais t'es allé dans son sens intelligemment en lui disant ta vérité à toi. Et là la personne elle va se dire ah putain mais merde, putain, mais moi c'est vrai que je suis con, je suis comme ça le lendemain. Et en même temps pourquoi je la fais chier ? Et en même temps elle me répond de manière sympathique. En gros, aux yeux de tous sur le ring, c'est le gros con ou la grosse conne là. Enfin, c'est avéré en fait. Ouais mais cette répartie là, elle est difficile à avoir. Tu vois, je pense que c'est une habitude comme tu disais au début. Je pense que c'est un truc à mettre en place. Quand tu sens un truc qui vient vers toi, ping, faut te dire ok. Tu sais, je m'imagine en soirée là comme à un cours d'allemand. Putain, comment je vais répondre en accompagnant son coup pour qu'elle ait l'air d'un con et finalement... Non mais en fait je pense que non mais c'est génial ce truc. Non mais c'est en mode t'as raison. Enfin, il faut se mettre dans la tête de dire t'as raison pour ensuite dire sa vérité. Tu vois, je pense qu'il y a un truc comme ça. Moi, je le fais assez naturellement, ça, parce que t'as raison pour ensuite dire sa vérité. Ouais, c'est comme parce que l'autre, il va voir que tu t'essaies pas d'aller contre lui. Tu vois. Donc, en fait, tu ne te bats pas contre quelqu'un qui n'a pas envie de se battre. Ok, donc par exemple, si la prochaine fois on me fait une réflexion sur ma façon de m'habiller, je dis quoi ? Je dis t'as raison, je devrais m'habiller comme tout le monde. Non, tu dis pas forcément t'as raison, ça c'est le truc à avoir dans ta tête pour dire. Mais tu lui dis, je sais pas. Oui, je devrais m'habiller plus comme tout le monde. Oui, ça tu peux sortir du combat et dire oui t'as raison, c'est vrai que je pense pas m'habiller comme ça, c'est joli comme ça. Et, bon bah fin en fait, tu vois. Ah oui c'est vrai que c'est joli de mettre un pull comme le tien. Les robes à fleurs. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise là ? Non mais si, tu vois, tu dis ah oui c'est vrai qu'il est joli ton pull, mais je devrais y penser plus souvent. Y a pas de combat en fait. Le mec qui est sur un ring et qui veut se battre, si le mec en face il se bat pas, bah en fait y a pas de combat hein. Tu vois. Donc tu peux le retourner dans plein de manières. Je prends ces petites phrases de répartie là. Si vous en avez des autres, mettez-les nous en commentaire. Moi, j'ai aucune répartie. Non, mais t'es bien, en c'est bien, réalité. t'es bien habillé. Merci.
Je te rejoins le compliment. Je devrais regarder plus souvent les pulls comme ça. Ah bah, tu vois, voilà. Non, alors pour le coup, moi je suis team pull bleu marine, comme ça je n'ai pas à subir ce genre de truc. Ça passe partout et tout le monde ferme sa gueule. Non mais voilà, mais c'est un truc qui est marrant. C'est un truc, en tout cas, voilà, pour conclure, en tout cas, ce que moi j'avais à dire, c'est que cet épisode il peut paraître abstrait et en vrai, si tu y réfléchis, il y a plein de tips, mais quotidiens. Et j'ai trouvé ça super, moi. Mais c'est surtout d'une force inouïe dès lors qu'on l'applique en termes de vie en société. Sûr. C'est un truc de Jedi. Tout à fait. C'est la force. Ah oui. C'est exactement ça. Tout passe par l'énergie que t'envoies. C'est ça. C'est le maître Yoda, exactement. Level 150 de la vie. Il est plus sexy que Yoda, hein, Christophe. Quand même. Oui, je suis d'accord. Merci David. Non, mais merci à vous, c'était trop bien. C'était vraiment un débrief très intéressant. Merci pour tes tips David. Si vous avez des commentaires, des idées de répartie et des exemples à nous donner, eh bien commentez. Vous pouvez commenter sur YouTube, mais vous pouvez aussi commenter sur vos plateformes d'écoute de podcasts, sur Spotify notamment, mettre des étoiles et on lit tous vos commentaires. Donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner, de partager à vos amis et à vos familles. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain interview ultra intéressant. Salut!